Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 20 juillet 2025, à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui va recevoir Monsieur Eliman Habi Kane, qui se trouve être le président de l'ex-Africa, l'ex pour dire leadership, éthique, gouvernance et stratégie. Merci beaucoup, M. Kane, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Gay, et c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation, espérant que cet entretien que nous allons avoir puisse être vraiment utile pour tous ceux qui suivent. Parfait. On va commencer par une question bateau peut-être. Est-ce que la marche du pays, le Sénégal, vous rassure-t-elle à l'heure actuelle ou vous inquiète-t-elle? Oui, rassurer ou inquiéter, j'allais dire ni l'un ni l'autre, objectivement, mais nous avons des préoccupations par rapport à la manière dont fonctionne ce pays. Parce que déjà, voyez-vous, le Sénégal était dans une situation assez difficile au moment du changement de régime qui est advenu en mars 2024. Un changement de régime, c'est un moment de récréation de l'espoir pour tout un peuple, donc avec des attentes qui ont été nourries par une campagne, mais avant la campagne, par des projets, des ambitions d'acteurs politiques qui ont demandé à ce que le peuple puisse leur donner les rênes du pays pour pouvoir fonctionner. Maintenant, ce qu'on constate, effectivement, c'est que ça va de mal en pis. Du point de vue, non seulement des données macroéconomiques, comme nous le savons tous, parce que c'est le gouvernement lui-même qui révèle des informations qui sont assez ahurissantes concernant l'absence même, le président l'a dit, de marge de manœuvre financière et budgétaire, donc les moyens, le nerf de la guerre pour faire fonctionner un pays et pour répondre aux préoccupations des Sénégalais. Mais également ce qui ressort du vécu des Sénégalais. Parce que nous tâtons le pouls au quotidien, nous travaillons sur le terrain et nous savons que sur la majorité des secteurs dans ce pays, effectivement, ça ne fonctionne pas et les Sénégalais sont en train de s'enliser dans une certaine précarité et une paupérisation qui est grandissante. D'accord, ça va de mal en pis, vous l'avez dit. Est-ce que cela pourrait expliquer les derniers rebondissements qu'on a notés au sein même du parti au pouvoir? Est-ce que ces rebondissements vous interpellent-ils? Absolument. Et je pense qu'il y a effectivement un malaise qui a été exprimé à l'intérieur, au sein même donc, du pouvoir. Parce qu'on se rend compte qu'il y a au sommet des divergences, mais vraiment profondes. Des divergences sur le plan stratégique, c'est-à-dire de la façon dont il faut gérer cette situation et mener la barque, mais également même on perçoit des divergences, fut-il deux personnalités provenant d'un même parti, mais idéologiques. Et ça veut m'expliquer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a l'impression, pour utiliser les registres culturels, que nous avons un président qui danse à la musique d'Ingel et un premier ministre qui danse du Bogorobo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas la même musique qui fait danser les deux, qui sont au sommet de l'État, alors qu'ils sont arrivés au sommet en nous vendant cette dualité, Sonko Diomaye, Diomaye Sonko. Mais si on observe les faits, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas une harmonie. Ça ne danse pas de la même façon. Les choix, même au niveau de comment il faut prendre les choses, quelles sont les priorités, le Premier ministre l'a dit lors de sa sortie, il ne s'entend pas avec le président sur comment gérer certaines affaires courantes qui sont importantes pour lui. Même également les choix au niveau des partenariats. Quand on voit que le président de la République lui-même, dans ses premières sorties, a répondu à une invitation en France avec vraiment une organisation qu'on appelle le système, sur le plan global,
et juste après rencontrer l'ancien président de la République, Abdou Diouf, qui est la figure quand même la plus visible pendant 20 ans au moins de ce que Ousmane Sonko a toujours appelé ce système qu'il faut combattre. Et en même temps également, voyez-vous, quand le président de la République va répondre à une invitation du président américain, le Premier ministre non seulement fait un tweet qui égratigne un peu donc le pays de l'oncle Sam, et prend l'avion pour aller en Chine sur une base comparative. Voyez-vous, il y a donc une dissension, si vous voulez, même dans les choix qui sont pris par l'un et l'autre. Et je pense que ce qu'on a appris donc de la sortie du président, jusqu'à aller dire que oui, mais si le président ne veut pas gouverner, qu'il me laisse gouverner, il y a effectivement une différence profonde et fondamentale au niveau stratégique. Et ça, c'est une question très compliquée qu'il faut gérer. D'accord. Donc, en parlant de danse, vous voulez pointer une sorte de fausse note. Est-ce que parmi la tête de l'exécutif, vous savez reconnaître qui est le véritable ou le vrai chef d'orchestre? Moi, en tant que républicain, il n'y a pas de doute pour moi. Nous sommes dans une république organisée, avec un régime présidentiel, ou si vous voulez même semi-présidentiel, mais en tout cas un président fort, à qui nous donnons tous les moyens et tous les pouvoirs. Donc, ce Sénégal est dirigé par une seule personne. C'est le président de la République, c'est lui qui est donc qui a le mandat du peuple. Et c'est lui qui donc choisit ses collaborateurs. Donc, le Premier ministre, fut-il un homme politique très populaire, est nommé par décret par le président de la République, qui a aussi la possibilité de le démettre du jour au lendemain. Donc, ce pays est géré par un président de la République qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye. D'accord. Dernièrement, on vous a entendu parler d'ingouvernabilité. C'est un mot un peu trop fort. Est-ce que vous ne courez pas le risque qu'on vous reproche un peu de grossir un peu le trait ou d'exagérer les choses? Vous savez, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous sommes des citoyens, comme vous et moi. Il y a des citoyens qui sont beaucoup plus engagés, qui utilisent ce que la loi leur permet par la Constitution, le droit de s'engager, le devoir même citoyen de pouvoir donc dire ce qu'ils pensent de la façon dont est géré ce pays. Donc, en matière de communication, l'utilisation de certains termes entre dans le cadre de ce qu'on appelle l'alerte. Il faut alerter et prévenir avant qu'on y arrive. Donc c'est pour cela que j'ai effectivement dit que nous savions que le pays tend vers l'ingouvernabilité, mais ce que nous ne savions pas, c'est que c'est à qui nous avons donné tous les pouvoirs de diriger ce pays qui vont alimenter cette ingouvernabilité. Ce que j'ai dit est très simple. Nous avons vu comment, après la sortie du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, comment des citoyens ont osé prolonger cet acte effronté par rapport au chef de l'État en l'accusant de tous les noms dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas acceptable. Nous devons tous du respect au président de la République, qui est une institution. Voyez-vous? Et donc, je pense que si on va jusqu'à ce que ce type de comportement soit alimenté par des autorités du pouvoir même, ça devient très grave. C'est pour cela que nous alertons pour dire qu'il ne faut pas attiser le feu de l'ingouvernabilité, parce que nous avons besoin d'une stabilité pour que ce pays puisse fonctionner correctement, parce que nous n'avons pas ce luxe-là de tomber dans l'instabilité. C'est-à-dire qu'on a tellement d'urgences auxquelles il faut faire face, et nous avons aussi besoin de cette sérénité. D'accord. Et dans ces circonstances-là, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il devrait faire? Calmer le jeu, apaiser, rassembler, ou renverser la table? Quelle devrait être la meilleure attitude? Oui, c'est difficile. Je ne veux pas me positionner comme donneur de conseils pour le président de la République. Mais également, personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un chef d'État. Parce que le chef d'État, face à ses responsabilités,
il est seul. Il est seul. Donc c'est à lui d'apprécier. Et je pense qu'également, à ce niveau d'exercice du pouvoir, on sait bien que ce n'est pas par rapport à une relation affective, à des liens familiaux, à des liens partisans, qu'on prend une décision. Et qu'une décision est toujours prise par rapport à la référence de l'intérêt général. Parce que c'est ça la responsabilité d'un homme qui est élu au suffrage universel direct. Donc je pense que le président doit prendre la mesure de tout ceci. Et je veux vous dire que sa première sortie qui était très attendue d'ailleurs, on a passé un week-end un peu compliqué, qu'est-ce qui va se passer, etc., à la suite de la sortie du Premier ministre, mais sa sortie a été rassurante. Et je pense qu'effectivement, il a montré qu'il est repris en main. Et on l'a vu même depuis, très engagé et actif directement sur des questions qui sont des questions importantes, urgentes. Par exemple, recevoir des délégations d'entrepreneurs saoudiens, par exemple, qu'il aurait pu laisser tout simplement au ministre des Finances ou de l'Économie, et il a tenu à les recevoir lui-même et défendre lui-même un projet de contrat important sur lequel on est revenu avec des avantages quand même beaucoup plus importants que ce qui était ici à l'origine. Entre parenthèses, ça c'est une éclaircie dans la grisaille, c'est une bonne nouvelle, la renégociation avec les Saoudiens. Là, oui, je pense que si on renégocie un contrat qui devient plus avantageux, effectivement, ça c'est une bonne affaire. D'accord. Parfait, parfait. Parlant du Premier ministre, il a dit à qui voulait l'entendre, j'y suis, j'y reste. Est-ce que selon vous, il peut rester? Et s'il restait, est-ce que l'efficacité et la cohésion n'apprendraient pas un coup? C'est-à-dire, il y aurait préjudice de ce point de vue, du point de vue de l'efficacité gouvernementale et de la cohésion. Est-ce que M. le Premier ministre peut vraiment, après tout ce qui a été entendu, rester à sa place? Oui, c'est vrai qu'on perçoit qu'il est dans un dilemme. Je crois que c'est lui-même qui est dans une situation plus compliquée, en fait, que n'importe quiconque dans cette affaire-là. Et ce qui se passe était prévisible aussi. Hein. Moi, je fais partie, par exemple, de ceux-là qui, au moment où, justement, vos collègues m'avaient interpellé sur quelle devrait être l'attitude du Premier ministre après l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Je faisais partie de ceux qui pensaient que si le Premier ministre se réserve un avenir politique, qui est possible, qu'après Diomaye Faye, il pourrait certainement se présenter, la meilleure posture pour lui serait de s'éloigner de l'appareil exécutif, de continuer à faire fonctionner son parti et d'être utile à son pays par des missions que pourrait lui confier le président de la République. Mais le fait d'avoir accepté d'être au cœur de l'État l'expose, tout en faisant de lui un fusible également par rapport à ce qui se passe. Parce que tout le monde le sait, le pouvoir ne peut être incarné que par une personne. Ce n'est pas un canapé comme on le dit souvent, où peuvent s'asseoir 2 personnes ou 3. Et ça, cette réalité rattrapera toujours, quels que soient les liens que les personnes ont. Et par le passé, on l'a connu. On l'a connu entre Senghor et Mamadou Dia, qui étaient très liés. On a vu même après la relation affective qui est restée de Dia pour Senghor. Et on a vu également pour Abdoulaye Wade et pas mal de ses collaborateurs avec qui il était, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, puis Macky Sall, etc. Donc, ça, c'est une réalité historique qui rappelle toujours. Et je pense qu'effectivement, pour revenir à l'actualité de votre question, aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui a tout à perdre dans cette affaire. Parce que ce qui est son pouvoir aujourd'hui et il utilise très bien, c'est sa popularité. Et cette popularité peut s'effriter du fait de la perception que ceux qui le soutiennent peuvent avoir de son attitude au cœur de l'État. Donc, il devrait céder la primature. Je pense qu'arrivé au moment où il est neuf, au niveau où il est arrivé, jusqu'à contester l'autorité du président,
et même aller au-delà, c'est une escalade pour dire que si le président ne peut pas gouverner, qu'il le laisse gouverner. Ça, sous d'autres cieux, c'est considéré, il y aurait des réponses systématiques sous d'autres cieux et d'autres circonstances. Mais on vit que c'est vrai une spécificité sénégalaise qui fait qu'effectivement la façon dont le président a été élu, il y a des considérations et aussi d'autres sources culturelles qui font que les choses ne peuvent pas se presser comme cela. Mais je pense qu'effectivement, s'il arrive à ce niveau de considérer que son chef à lui, c'est-à-dire le président de la République, n'est pas en mesure de gouverner et qu'il devrait lui céder la place, il se met en danger, il devrait effectivement tirer les conclusions et se retirer pour moi de cet espace et laisser le président donc faire face à ses responsabilités par rapport au peuple qu'il a élu. D'accord, très bien. Et puis ça revient beaucoup dans l'actualité également. On parle beaucoup de remaniement ou de réaménagement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement en place doit continuer ou bien est-il arrivé à bout de souffle? Bon, personnellement, pour avoir observé le gouvernement pendant tout ce temps-là, je pense qu'il y a une nécessité de recadrer et de revoir les pions sur l'échiquier. On voit nettement qu'il y a des situations d'inefficacité et il y en a des ministres qui ne sont pas dans la ligne véritablement qui est celle qui est dictée par la coalition qui a amené le président de la République au pouvoir sur les questions de souveraineté et de refondation. Donc il y a des hiatus sur le plan idéologique par rapport à certaines personnalités qui sont à l'intérieur, mais également l'approche. Quand on va à plusieurs ministères où on a un ministère qui est visible partout, qui fait tout, et qui est totalement déconnecté de l'administration qui doit porter son action. C'est-à-dire peut-être que c'est des ministres qui veulent aller vite, mais ils ne veulent pas aller loin, parce qu'ils vont seuls. Ils sont à distance, à une certaine distance de l'administration qu'ils doivent mobiliser et des populations qu'ils doivent mobiliser dans leurs missions régaliennes qui sont en train de mener. Donc je pense également qu'il y a eu des errements à différents secteurs. Je ne voudrais pas citer de nom, je ne suis pas allé à ce niveau-là, mais il y a des errements constatés. Il y a des contre-performances du Sénégal également, dans certains domaines où le Sénégal excellait à travers le monde, où effectivement on se rend compte qu'il y a beaucoup de revers que nous avons essuyés récemment et qu'il faudrait quand même recadrer les choses. D'accord. Est-ce que vous pensez que le PASTEF, qui a pris le pouvoir, on peut le dire même de haute lutte, est-ce qu'il a fait la démonstration qu'il est un parti de gouvernement? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends parfaitement votre question, parce que moi-même, j'avais averti pour dire ce ne sont pas les mêmes méthodes, les mêmes moyens qu'on utilise pour conquérir du pouvoir qui vont aider à gérer le pouvoir. C'est deux situations différentes. PASTEF a été un parti intrépide dans la conquête du pouvoir, a mobilisé des militants vaillants qui ont affronté la mort pour élire leur leader. Ça demande un certain niveau d'attitude, de comportement et d'engagement. Ça, c'est dans la phase de conquête qui est passée par ce qu'ils ont appelé effectivement la résistance face à un pouvoir qui voulait totalement donc, décimer ce parti. Mais une fois au pouvoir, on n'est plus dans la même logique. C'est pour ça qu'il faut éviter le prolongement de ces combats intrépides qui a eu lieu avant l'élection, pendant que maintenant PASTEF va au pouvoir. Une fois au pouvoir, c'est que PASTEF, la responsabilité du candidat PASTEF élu, c'est d'être dans une stature de président de tous les Sénégalais et de voir là où nous en sommes et de nous amener à un autre niveau. Et pour cela, comme ils l'ont dit d'ailleurs, parce que quand ils disaient qu'il faut des appels à candidature pour certains postes, ça veut dire que tout simplement, une fois au pouvoir, on ne doit pas seulement gérer sur la base donc, de l'affiliation au parti,
pour pouvoir occuper des positions qui font fonctionner le pays. Parce que le pays, c'est tout le monde, ce n'est pas seulement le parti. Donc, à partir de ce moment, je pense que la logique devrait être de s'ouvrir, d'identifier les Sénégalais, ici ou dans la diaspora, qui sont compétents dans leur domaine, et de les rassembler pour avoir une machine puissante, une machine compétente pour mener donc le pays, la barque là où on veut la mener. Donc je pense que effectivement, forcément la part des choses doit être faite entre les militants, parce qu'un militant s'engage de façon désintéressée pour une cause, mais ça ne veut pas dire que cet engagement-là doit être rémunéré tout simplement par donc des distributions de sinécures. Voilà. Je rappelle que nous recevons dans cette émission M. Eliman Habikan, le président de l'ex-Africa. Vous parliez tout à l'heure d'ouverture. Est-ce qu'on n'est pas un peu naïf en parlant de ça? Parce que ce que j'observe, en tout cas les paroles qu'on entend, prédisent une sorte de fermeture. Est-ce qu'ils ne sont pas dans une logique de fermeture? Et si fermeture il y avait, est-ce que vous appréhenderez cela comme une erreur de leur part? En tout cas, c'est ce qui ressort du dernier discours du Premier ministre, qui théorise carrément un État parti, et j'ajouterais au service d'un empire sonkolé. C'est ça que nous l'avons lu de sa sortie. Et effectivement, ça, c'est une grave erreur. Il a dit un empire. J'ai dit d'empire sonkolé. Parce que, vous savez, quand on fait la révolution, on doit la faire avec le peuple. Mais on ne fait pas sa propre révolution en instrumentalisant un peuple. C'est différent. Quand c'est avec le peuple, donc on reste toujours dans le peuple. C'est-à-dire l'affirmation ou l'effectivité du slogan « don de soi pour la patrie », c'est que on ne doit pas mettre la patrie à son crochet, mais on doit se mettre carrément à la disposition de ce parti, se confondre à elle et ensemble construire. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Alors donc c'est pour ça que je dis État parti, donc au service d'un empire sonkolé. Parce que apparemment ceux qui ne sont pas pour M. Sonko sont inexistants, vont même être combattus. Voyez-vous? Et donc cette situation comme ça, effectivement, moi je dis d'ailleurs que ce n'est même pas possible au Sénégal. Ceux qui essaient ce type de situation, donc d'un pouvoir centralisé sur l'État et même sur la société, alors ils vont déchanter parce que ce n'est pas le projet du Sénégalais. D'autres ont essayé avec des ambitions puis réduites, mais n'ont pas réussi. Même dans une centralisation démocratique, n'ont pas réussi. On a connu Abdoulaye Wade, on a connu même Macky Sall. Donc personne ne peut faire plus que ça. D'accord, mais voilà. Il faut qu'on vous relance sur ça. Oui. Quand vous parlez d'empire, ça suggère qu'il y a un empereur. Est-ce que le Premier ministre, vous le qualifiez d'empereur? Non, ça dit l'attitude qu'il a aujourd'hui, pour moi, c'est tout simplement une trajectoire qui va vers ça. Vers quoi? Vers cette posture d'empereur. Et on voit bien qu'il adopte le modèle chinois, qui est effectivement un modèle centré autour d'une seule personne, Jinping. Voyez-vous? Et donc, dont la doctrine est enseignée dans les écoles, etc., partout. Voyez-vous? Et donc ça, c'est pas le mode sénégalais. Donc vous craignez qu'il y ait une sorte de retour du culte de la personnalité? Mais il y a déjà ce culte de personnalité. Voyez-vous comment réagissent les militants du parti PASTEF? C'est à la limite, ils adulent le président du parti. Aussi bien dans ses erreurs que dans ce qu'il fait de bien. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant, c'est préoccupant.
Et donc, je pense que cette tendance-là, il ne faut pas la nourrir. Et effectivement, quand on est dans une posture républicaine et qu'on assume entièrement sa citoyenneté, on doit agir en sorte que ça soit dilué et que ça ne prospère pas, ça ne prenne pas de l'ampleur parce que ce serait au péril donc de toute notre société. D'accord, très bien. Ce qui se passe, par exemple, au PASTEF, là, c'est une crise interne ou pas? On vous a vu écrire d'ailleurs là-dessus. Ou bien ce serait une crise interne qui touche l'extérieur, qui a des répercussions sur tout le monde. Comment vous qualifiez ce qui se passe? Évidemment, c'est un malaise interne que vit le parti PASTEF. J'ai même parlé de malaise personnel de M. Sonko lui-même au sein de son parti et donc au sein de l'État. Bon, qui peut s'expliquer? Je parlais tout à l'heure des circonstances spécifiques, pour ne pas dire spéciales. Mais il a retourné apparemment la situation en sa faveur. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Comment? Parce qu'il a reçu après coup beaucoup de soutien de ministres, de DG, etc. Oui, c'est normal. C'est normal. Il est le tout-puissant, donc président du parti et homme politique très populaire. C'est normal que les gens fassent acte d'allégeance par rapport à une personne qui a cette puissance-là. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, il y a un effritement interne, parce qu'il y en a qui ne le suivent pas. On a vu des mouvements de soutien de Bassirou Diomaye Faye en train d'être implantés, etc. On a vu comment des proches collaborateurs du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sont attaqués par les mêmes membres de ce parti. Parce que, tout simplement, le Premier ministre a accusé certains d'embourgeoisement, certains de ne pas être dans la ligne du parti, etc. Et apparemment, sa suite a identifié certaines personnes qui sont attaquées, vilipendées à travers les réseaux sociaux. Donc il y a un malaise profond au sein du parti PASTEF. Et évidemment, ce malaise se transpose au niveau de l'appareil d'État parce que c'est le parti au pouvoir et le Premier ministre du Sénégal et le président de ce même parti qui, imbu de sa propre puissance, va jusqu'à donc menacer le président de la République, jusqu'à avoir un comportement effronté par rapport à ce président de la République, qui est notre président, tout ce qui est une institution que nous devons protéger. Donc voilà, effectivement, il y a des répercussions, non seulement sur la gouvernance de notre État, mais aussi sur l'image du Sénégal par rapport à l'étranger. Parce que le Sénégal, disons, l'avantage comparatif du Sénégal par rapport à plusieurs autres pays, surtout en Afrique, mais c'est sa stabilité politique, qui est une valeur historique dans ce pays, construite pendant plusieurs années. Et si aujourd'hui, déjà qu'il y a eu des problèmes de confiance interne, parce que dans la continuité de l'État, on a un nouveau régime qui attaque le régime précédent, qui sort des informations qui auraient pu être gérées à l'interne sur la façon dont a été mal géré effectivement nos deniers publics, nos ressources, sur même la remise en cause de la fiabilité de l'État du Sénégal, dans sa capacité à avoir une gestion rigoureuse, transparente, financière et budgétaire. Donc il y avait déjà des grincements dedans qui se faisaient. Mais aujourd'hui, si on en rajoute une crise de stabilité institutionnelle au sommet de l'État, alors voyez-vous que le risque pays du Sénégal va en prendre un grand coup. Parfait, très bien. Et vous avez également fait un texte dernièrement pour parler un peu du projet. C'est quoi le projet, monsieur le Premier ministre? Je pense que c'était ça l'intitulé. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à votre question? J'ai ma réponse. Parce que vous avez vu, ce texte-là, c'était presque un texte prémonitoire. Parce que je l'ai publié le jour où le Premier ministre a fait sa sortie à l'issue de la réunion du comité, du bureau politique national. Le Conseil national. Le Conseil national, c'est ça, à l'interne.
c'est ce même jour que, effectivement, j'avais commencé à me poser des questions sur le comportement du Premier ministre que j'observais, sur ses récentes sorties à l'Assemblée nationale. D'abord, la première sortie où il a parlé de la nécessité de rationaliser les partis politiques. On est tous d'accord sur ça. Mais il a dit, même s'il le faut, au forceps. Au forceps. C'est lui qui a utilisé le mot. Ensuite, le président a rectifié ça, parce qu'en l'une de ses sorties, le président a parlé du même sujet en disant que mais nous allons le faire dans le dialogue parce que ce n'est pas notre méthode de forcer les choses. Déjà, voyez-vous, il y a des différences qui étaient exprimées publiquement dans la façon de gérer les choses entre le président et son Premier ministre. Mais le Premier ministre qui récidive à l'Assemblée nationale, qui cette fois utilise un terme qui est un terme fasciste, qui renvoie effectivement aux premières dictatures de ce monde, c'est-à-dire effacer. Qu'il y a des gens qui parlent publiquement, partout, etc., on va les effacer. Il a utilisé ce terme au sein de l'hémicycle. Mais attends, ça commence à être dangereux. C'est le Premier ministre, chef de gouvernement, qui dispose de toute l'administration, y compris de l'administration judiciaire et de l'administration des forces de défense et de sécurité. Qui vous dit ceci? Dans l'hémicycle, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le peuple sénégalais. Donc c'est inquiétant. Mais en même temps, on observe d'autres choses. C'est, comme on a dit tout à l'heure, cette dissonance dans les approches entre lui et le président qui sont très visibles. Et donc, il fallait que je vous pose la question. J'ai dit, mais monsieur le Premier ministre, en même temps, excusez-moi, en même temps, c'est les attentes des populations. Ce qu'ils avaient promis aux Sénégalais, c'est-à-dire la rupture systémique. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'actes majeurs qui sont posés. Et moi, je disais que mais, les mesures doivent être systématiques de rupture systémique pour mettre tout le pays dans un mouvement de cette rupture, qui ne sont pas au rendez-vous. Donc je demande, mais monsieur le Premier ministre, c'est quoi le projet? D'accord. Et après, j'ai eu la réponse le même jour, parce que dans sa sortie, il a dit clairement c'est quoi son projet. Et c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire un État parti qu'il faut installer, qui est au service d'un empire sans coller. D'accord. Mais il ne vous a pas répondu directement. Non. Quand on ne vous répond pas directement, ça veut dire qu'on vous a méprisé un peu. Ah non, bah, écoutez, moi, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est important pour moi. Très bien. Justement, vous avez sorti un mot tout à l'heure, fasciste. Oui. Un terme fasciste, il a utilisé. Oui. Il n'est pas pour autant un fasciste, quand même, non? Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, le terme, il est fasciste. Mais effacé. Ça, c'est un terme fasciste. Allez faire des recherches, c'est des mots utilisés dans des grandes dictatures précédentes. D'accord, très bien. Je rappelle que vous êtes un président d'ONG. C'est une ONG. C'est une association, l'ex-Africa. Ce n'est pas une ONG. Non, non, non. Mais c'est la société civile. Voilà, ça, c'est une question intéressante. Voyez-vous, quand on parle de société civile, il est important qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle. Et ça, je le rappelle, c'est-à-dire, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est en rajouter au désordre du monde. Et vous savez, c'est un concept fourre-tout, société civile. Effectivement, quand on l'étudie, on se rend compte que c'est un concept en sciences politiques, mais protéiforme, qui peut prendre plusieurs formes et qui se manifeste de différentes manières. Et si vous voyez sur le plan théorique les différentes perspectives qui sont données, alors chaque auteur sa définition de ce que c'est que société civile. Que ce soit de Hegel jusqu'à Sémou Pathé-Gueye lui-même qui avait travaillé sur la question. Donc il y en a qui mettent même les partis politiques de l'opposition dans la société civile. C'est-à-dire que c'est cet espace des acteurs qui interviennent en dehors de la sphère de l'État et de la sphère familiale. Donc tous les acteurs, en fait, de compte qu'ils ne sont pas dans la sphère de l'État et familiale, sont des acteurs de la société civile. Maintenant, ce qu'on peut dire, parce qu'il y a une réalité objective qui est là au Sénégal, et effectivement, quand on appelle société civile entre guillemets, on pense à ces associations et à ces ONG, parce que les ONG sont d'abord des associations avant de devenir ONG, donc qui sont ici, qui travaillent au quotidien avec les populations sur divers secteurs
et qui contribuent énormément à la vie de ce pays, y compris dans le prolongement donc, des politiques publiques. Et en phase toujours avec effectivement les orientations qui sont les orientations publiques. Et ça, je vous le dis, M. Gueye, un récent rapport sur lequel j'ai travaillé moi-même, qu'on appelle le RACIP, avec le réseau sénégalais des think tanks, mais au profit d'un projet qu'on appelle Programme d'appui à la société civile, a au moins identifié plus de 32 000 associations dans ce pays et presque 700 ONG qui existent et dont la contribution économique, pour seulement un échantillon de presque 70 organisations sur ça, fait plus de 120 milliards d'investissements et des emplois. Mais c'est également des contributions au fonctionnement quotidien de l'administration publique, parce que ces organisations offrent une perspective gratuite à l'État du Sénégal dans ses différents démembrements et pour faire fonctionner donc l'État, et ça c'est capitalisé dans le bilan national de l'État. Donc ça, c'est pas une petite affaire. Hein, ce qu'on appelle entre guillemets société civile, c'est une réalité politique, économique, sociale dans ce pays, incontournable et souvent d'ailleurs très en avance sur nos propres décideurs. Très bien, mais malgré tout ça, M. Kane, la question qu'on peut se poser, pourquoi la société civile n'a pas bonne presse? Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle est critiquée, sûrement parce que c'est beaucoup de flou artistique. Il y a beaucoup d'individualités autoproclamées qui ne sont pas légitimes aux yeux de beaucoup de citoyens, de concitoyens. Est-ce que... pourquoi vous n'avez pas bonne presse? Je ne sais pas qui a bonne presse ou pas. Moi, personne ne m'a jamais interpellé. Parce que les gens ne savent pas ce que vous faites, qui vous finance, etc., etc. Vous n'êtes pas des bons samaritains. C'est-à-dire, vous voulez le bien de toute la communauté. Vous n'êtes pas des bénévoles, etc., etc. On n'arrive pas à se retrouver dans ce que vous faites. Oui, mais ça, je mets ça dans la paresse intellectuelle. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Parce que la plupart des organisations dont je parle, que je connais, fonctionnent sur des bases légales. C'est la loi qui permet et autorise leur ouverture et leur fonctionnement. Et sont assujettis à un rapportage, c'est-à-dire qu'ils font des rapports qui sont déposés au niveau des préfectures de là où ces organisations sont installées. Et également pour les ONG qui font des programmes d'investissement qui, s'ils ne sont pas validés, les ONG ne peuvent pas fonctionner. Donc, il y a une transparence dans l'action de ces organisations-là. Il faut aller au ministère de l'Intérieur pour trouver l'information. En plus de cela, la plupart de ces organisations ont des sites internet. En tout cas, moi, l'organisation que je dirige, qui est qu'une association, mais qui est aussi un think tank, qui a une orientation claire et précise de think tank, c'est-à-dire que nous faisons de la recherche, de la réflexion, production de connaissances, ensuite partagée par les citoyens et ensuite partagée également par les décideurs pour challenger les politiques publiques. Mais si vous allez sur nos sites internet, nous publions même nos rapports annuels, même financiers. Sur nos sites internet, je dis. Voyez-vous? Et donc, la plupart d'organisations le font aussi. En plus de cette obligation de déposer les rapports au niveau de l'administration territoriale, donc au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a au Sénégal ce qu'on appelle le partenariat qui est réglementé, légiféré. Le Premier ministre, normalement, doit chaque année organiser cette rencontre entre lui et les ONG du Sénégal. Ça ne se fait pas. On avait demandé à l'ancien Premier ministre de le faire. Il avait promis de le faire systématiquement. Jusqu'à présent, ça ne se fait pas. Voyez-vous, donc des mécanismes pour connaître exactement ce que font ces organisations et pour savoir d'où viennent leurs financements existent. Il suffit d'aller voir pour le trouver. Et même dans tous les rapports que ces organisations font, même les acteurs d'activité, ceux qui les financent sont bien mentionnés dans les rapports. Donc, il n'y a pas de nébuleuse. Peut-être qu'il y a des brebis galeuses comme partout.
Ça existe. Dans tous les secteurs, il y en a qui font le travail correctement, dans le respect de la réglementation. Il y en a qui ne le font pas. Et ça, il y a un travail qui doit se faire pour se faire. Maintenant, on aime la facilité dans ce pays. Et souvent, ce sont les acteurs politiques qui attaquent ce qu'on appelle les acteurs de la société civile. Et pourtant, ça, c'est des postures que les acteurs politiques n'ont que quand ils sont au pouvoir. Parce que quand ils sont dans l'opposition, ils sont pressés de se faire porter par ces organisations pour mener des combats, parce que ces organisations le font naturellement sur la base de principes et de causes pour lesquelles elles existent, notamment sur les droits humains, sur les questions de gouvernance, sur l'effectivité de la notion de participation citoyenne qui est prévue par notre Constitution. Voyez-vous? Et donc, une fois maintenant au pouvoir, les connaissant bien comment fonctionnent ces organisations, ils veulent bien les diaboliser comme des politiciens encagoulés, etc., les mettre à mal avec les populations. Mais si vous allez sur le terrain, là où des organisations interviennent sérieusement, les populations vous diront elles-mêmes quel est l'apport effectif de ces organisations-là dans leur vie quotidienne, surtout dans les secteurs sociaux de base, santé, éducation, protection sociale, etc. Et nous-mêmes, ce que nous faisons, vous allez à Saint-Louis, demander aux communautés de pêcheurs, est-ce qu'une organisation comme Lex-Africa, comme LSD, comme Forum Civil, sont des organisations utiles? D'accord. Elles vous diront directement les populations. D'accord. On a également parcouru un peu un de vos derniers textes sur la société civile et le Premier ministre, toujours que vous ne lâchez pas. Dans ce texte, vous égratignez également une certaine société civile qui se mettrait à manger à tous les râteliers, c'est-à-dire qui défend des causes qui ne sont pas défendables ici au Sénégal. Est-ce qu'il est temps, est-ce qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit sur les termes que vous avez utilisés. Hein. Mais j'ai dit que là où je suis d'accord avec le Premier ministre, c'est qu'effectivement, il est important qu'on ait un débat dans une perspective surtout de souveraineté sur la maîtrise de l'initiative politique et des objectifs stratégiques. Parce qu'il y a aussi un risque, effectivement, il faut le dire, d'être arrimé à un agenda étranger qui peut être en contradiction avec nos propres valeurs. Et c'est à ce niveau qu'il y a un besoin, effectivement, de régulation. Et c'est mieux que ce soit une autorégulation par ces acteurs-là eux-mêmes qui jouissent donc de ce devoir et cette liberté de s'associer et de s'organiser. Mais c'est encore mieux si c'est fait avec l'État qui garantit l'orientation des politiques publiques et qui doit assurer une certaine défense des valeurs. Donc je pense que c'est de ce point de vue que je parle, jusqu'au financement. Et pourquoi pas envisager des types de financement qui pourraient plus favoriser la souveraineté et protéger également notre société de certaines menaces exogènes. D'accord. Et vous, quels sont vos mécanismes internes au sein de Lex-Africa? Comment vous êtes devenu le président de ce... Lex-Africa, comme je vous ai dit, c'est une association. L'association est gérée par la loi Code des obligations civiles. Également, il y a effectivement au niveau communautaire de l'OADA. Et donc, c'est aussi simplement Assemblée générale, on nomme donc le bureau, etc. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons des textes, nous avons des statuts, nous avons comment on appelle ça, un manuel de procédure interne, etc., qui organisent comment nous travaillons. Et des instances qui sont là, qui fonctionnent, des bureaux exécutifs, etc., Assemblée générale, et voilà. Donc, notre action est organisée par ces textes-là. Parfait, très bien. Et on peut ajouter, est-ce que l'État peut couper un peu peut vous couper le robinet? Vous savez, l'État peut faire tout, mais sur la base de ce que permet la loi, parce qu'on parle d'état de droit. Donc, on peut prendre des lois, pour effectivement circonscrire l'action
je veux dire l'initiative citoyenne, parce que tout ça, je mets ça dans l'initiative citoyenne, c'est le droit et le devoir de s'organiser en association et d'agir, de participer. C'est tout simplement ça. Est-ce que vous prenez les menaces du Premier ministre au sérieux? Bon, venant d'une personnalité comme le Premier ministre, il faut effectivement prendre ça au sérieux. Mais ce n'est pas si facile que ça. Ce que peut-être ils peuvent faire, c'est demander à ces députés de faire une proposition de loi, ou que le président lui-même fasse, ou le gouvernement, un projet de loi. Mais il faut que la loi soit votée et ensuite promulguée. Et je ne suis pas sûr que le président de la République partage l'opinion du Premier ministre par rapport à cette question précise. Parfait. Il y a un mot qui est sorti qu'on va difficilement reprendre ici, c'est le mot fumier. Est-ce qu'après ça, vous avez pardonné? Mais non, je ne me sens même pas visé. Donc pour moi, je ne réponds même pas à ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a un écart de langage. Et je pense que c'est quand même dommage que des mots comme ça sortent de la bouche d'un Premier ministre publiquement. Et alors ça, je pense qu'il n'y a que lui qui perd un galon en sortant ce type de mots-là publiquement. Mais cela, je pense que personne ne se sent visé, hein, parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut se considérer comme étant donc, ce qu'il a dit. Et voilà, donc moi je pense que pour moi, c'est sans importance, parce que ça ne m'atteint pas personnellement. Hein, parce que je sais qui je suis. Et lui, le Premier ministre, si je devais être dans ce lot des personnes, il sait qui je suis également. Voilà, et il sait que je suis là d'être de ce mode. Vous vous connaissez? Le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko. Ah oui, oui, bien sûr, parce qu'on a eu des relations avant, professionnelles, pendant des années, pendant qu'il était syndicaliste. Moi, j'étais au Forum civil, il venait nous voir dans des activités qui se faisaient, etc. En plus, je travaille avec lui sur le plan professionnel. Quand il a été irradié de la fonction publique, il était devenu consultant. Moi, j'ai travaillé avec lui comme consultant international. Voyez-vous? Donc lui, il était consultant de ces organisations dont on parle, de la société civile. Il connaît bien. Donc alors, vous voulez dire qu'il a été de la société civile? Ah oui, parce qu'il était syndicaliste avant de créer un parti politique. Les syndicats sont considérés comme des acteurs de la société civile aussi. Donc il connaît bien ce que c'est que la société civile, dans sa dimension largement identifiée. Est-ce qu'on ne peut pas... Il y a également un autre mot, la fumisterie. Excusez-moi de sortir ça. Est-ce qu'on ne peut pas vous taxer de ça également? Parce que les ONG, elles veulent s'occuper de tout. Mais non, ce qui ne les regarde pas. Monsieur Gueye, les ONG, encore une fois, il y en a des centaines. À boire et à manger. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas que les ONG s'occupent de tout. Il y a des ONG qui s'occupent de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des ONG spécialisées en éducation, en santé, en droits humains, en citoyenneté, gouvernance. Bref, donc partout vous les retrouvez. Donc, mais elles ne sont pas homogènes. Hein, voyez-vous? Donc c'est normal qu'on voit les ONG un peu partout. Parce que là aussi, c'est dans la structure internationale de gouvernance. Les chartes internationales que vous avez donnent une place à la société civile, de l'Union africaine, même les ODD, dans les ODD, il est clairement identifié. Vous ne pouvez pas achever les objectifs de développement durable sans montrer que vous travaillez avec la société civile, sans favoriser une dynamique des organisations de la société civile. Donc ça, c'est devenu dans le corps interne de la gouvernance moderne. On ne peut pas revenir sur ces questions-là. Même au-delà de cet aspect international, c'est notre constitution qui donc dit qu'il faut gérer avec la participation. Et récemment, l'article 25, qui donne en même temps des droits et des devoirs aux citoyens. Donc je pense que on ne peut pas dire que les ONG s'occupent de tout, etc. Mais c'est légitime parce que c'est la vox populi, la loi qui permet cela. Voyez-vous? Et donc, on ne peut pas remettre en cause cette légitimité parce que oui, les politiques disent que oui, vous n'êtes pas élu, pourquoi vous voulez participer à la gestion? Mais
La loi nous dit, vous avez en tant que citoyen la possibilité de vous organiser en association et de contribuer, de participer à la gouvernance publique. C'est tout simplement ça. Parfait. Dans l'actualité, il y a une marche qui a été interdite. C'était à l'initiative d'un mouvement qui s'appelle Sauvons le Sénégal, qui était en train de demander, de réclamer la démission du Premier ministre. Mais une telle marche ne peut pas être autorisée, monsieur. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas être autorisé? Mais parce que il n'y a que le chef de l'État qui peut démettre. Oui, mais les populations sont libres de demander. C'est-à-dire, elles n'exigent rien, elles demandent. Elles ont cette liberté et elles peuvent argumenter pourquoi. Non, moi je suis pour le respect des libertés. Et de la pluralité, parce que c'est ça qui fait avancer une société. C'est pas trop demandé. Bon, ça m'engage pas. Moi, je n'aurais jamais demandé ça. Mais franchement, s'il y a des Sénégalais qui jugent utile de faire une marche pour dire qu'il y a un problème, etc., et puis demander ce genre de revendications-là, mais ils ont la possibilité de le faire. Vous voyez, quelqu'un le rappelait il n'y a pas longtemps, vous avez les États-Unis, qui sont considérés par certains juristes des standards internationaux comme une démocratie avancée. Ce n'est pas du tout mon cas. Mais vous allez là-bas, devant la Maison-Blanche, il y a une personne qui, depuis des années, est là-bas tout le temps pour prier pour que la foudre tombe sur la Maison-Blanche. Mais on lui donne la liberté de toujours continuer à le faire. Comme disait l'autre, je me battrai, même si on n'est pas d'accord, pour que tu aies la possibilité de toujours dire ce que tu penses. C'est ça, être dans l'esprit démocrate. Et ça, le plus qu'on banalise ces choses-là, le plus on se renforce sur le plan démocratique pour pouvoir quand même présider à la destinée de tout le monde. Très bien. L'émission est presque terminée. On peut s'intéresser à l'ex également. Elle, là, c'est leadership. Dans le gouvernement actuel, de façon globale, qui incarne le mieux le leadership selon vous? C'est une question difficile parce que le leader ne veut pas être décideur. C'est différent. Pour moi, le leadership s'acquiert par la prise d'initiative. C'est celui qui prend l'initiative qui se donne effectivement cette posture de leader. Mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, vous avez parlé du L, mais il y a le E. Et je dis toujours... J'allais venir, c'est l'éthique. Il n'y a jamais de leadership sans éthique. Ah oui, oui. On peut être un décideur, un dirigeant, etc. Mais sans éthique, on n'est pas un leader. Parce que c'est un facteur important. Justement, l'équipe actuelle, est-ce qu'elle montre assez d'éthique dans la conduite du Sénégal? Généralement, je pense que s'il y a peut-être un point de rupture, parce que voyez-vous, quand on m'avait invité à la présentation de l'agenda dans sa transformation il y a 9 mois à Diamniadio, j'avais dit effectivement ce serait bien qu'il nous fasse un répertoire des éléments de rupture. Moi je pense, au moins il y a un élément de rupture qu'il faut considérer sur la question de l'éthique des affaires. Aujourd'hui au moins, il y a un frein qui se fait par rapport à des velléités de gestion gabésique des ressources. Je pense que là où nous en sommes aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va évoluer, beaucoup au poste n'oseraient pas faire des malversations sur les deniers publics. Ça au moins c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. La gouvernance, il y a la reddition des comptes, c'est bien parti, non? Oui, je pense que c'est ça, c'est-à-dire on a commencé, le régime a commencé d'ailleurs avec ça, la reddition des comptes, mais sur le plan légal aussi, parce que l'audit des comptes financiers, de la dette, du budget, etc., ça c'est la loi qui l'impose à un régime qui vient d'être élu. Donc, le fait que ça devait se faire d'ailleurs dans les premiers 3 mois, on a dérapé un peu sur la période et ça a tiré en longueur. Et donc, de faire la situation de référence
donc de la gestion des finances publiques et de la dette et un début de donc redevabilité qui doit se poursuivre. Mais pour que ça soit efficace, il faut que ça y aille sans impunité. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que des sanctions suivent par rapport aux actes de malversation ou de détournement, en tout cas irréguliers par rapport à la loi, qui ont été identifiés tout simplement. D'accord, très bien. Oui. On pourrait terminer par le S, là, c'est la stratégie. Est-ce que les idées sont claires, selon vous, les idées de ce qui nous gouverne? Je pense que c'est là où on a beaucoup de défis. Et ça, nous, quand on le disait, parce qu'on a créé l'Ex dans les années en 2013, c'est un moment où on était en train de discuter sur le cinquantenaire des indépendances de la plupart des États africains. Voyez-vous? Et nous, on se projetait sur les 100 ans pour dire, sur 2 générations à venir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation de l'Afrique puisse changer. C'est là que parmi les défis identifiés, effectivement, nous avons ces défis qui font le nom de l'ex, leadership, éthique, gouvernance et stratégie. Et ce défi de stratégie était surtout un défi important parce qu'à ce moment-là, on ne faisait pas de stratégie. C'est-à-dire on ne se projetait pas. Il n'y avait même pas encore la vision de l'Union africaine, 2063. Il n'y avait pas encore la vision sénégalaise, le PSC, etc. Bon, maintenant, on a quand même des visions. Le nouveau régime a l'agenda de transformation nationale 2050. Mais ça ne suffit pas seulement d'avoir une vision, jusqu'à des programmes. Il faut une veille stratégique. Il faut comprendre comment fonctionne le monde pour pouvoir avoir une stratégie sur le reste du monde aussi, comme les autres ont des stratégies sur nous. C'est ce qui explique qu'on va à des sommets États-Unis, Afrique, France-Afrique, même Portugal-Afrique maintenant, Chine-Afrique, etc. C'est incroyable. Ça veut dire que les autres ont des stratégies pour eux-mêmes et des stratégies sur le reste du monde, y compris sur l'Afrique. Mais nous, est-ce qu'on a des stratégies sur le reste du monde? Comment on doit travailler avec les États-Unis, comment on doit travailler avec la Chine, etc. Comment on va travailler maintenant avec la France? Je pense que sur ce plan-là, il y a encore du travail à faire. Donc, en matière de stratégie, sur les stratégies, y compris les stratégies militaires, regarde ce qui se passe dans la sous-région, on doit jouer les premiers rôles pour stabiliser notre sous-région, sinon nous sommes tous menacés comme les autres. Voyez-vous, sur ce plan-là, je pense qu'il y a des chantiers énormes qu'il faut ouvrir. Et donc, voilà, c'est pour cela que nous jugeons que c'est encore utile pour une organisation comme la nôtre d'exister et de continuer de faire pousser les choses dans le sens donc, de relever les défis. Merci beaucoup, M. Kane, d'être venu aujourd'hui dans le jury du dimanche. C'est moi qui vous remercie, M. Voilà, j'espère qu'on n'a pas perdu pied en faisant allusion à l'ex, là. Non, avec les questions qu'on nous a posées. Je pense que vous nous permettez aussi de parler de ce que nous faisons, parce que, comme je l'ai dit, il y a une paresse intellectuelle. Les gens ne s'intéressent pas à ce que font les autres. Chacun est dans son silo. Et donc, c'est important, effectivement, pour voir quelles sont les passerelles, les ponts qu'on peut faire. Ce qui est important chez nous, au lieu de nous chamailler, c'est d'avoir une solidarité, d'avoir des dynamiques de construction. Et chacun a un rôle à jouer dans ça. Merci. Donc ça ne nous sert à rien de nous taper les uns sur les autres. Voilà, merci beaucoup, M. Kane. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche, ainsi qu'à tous nos auditeurs et téléspectateurs.